Avec. Salut Léo, ravi de te retrouver pour ce premier épisode. Tu es le premier à prendre le temps de discuter avec moi. L'idée aujourd'hui, c'est d'aborder un peu le thème du référencement de sites internet. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer qui tu es? Hello Yann, bah écoute ouais, avec grand plaisir. Du coup je m'appelle Léo Poitvin. Je fais du référencement naturel, aussi appelé SEO par les anglophones, depuis maintenant 7-8 ans. Je crée une agence que je suis en train de faire sortir de terre progressivement. Voilà, ça fait 4 mois, 5 mois que je suis sur le chemin de l'entrepreneuriat. Et donc voilà, j'aide mes clients à mieux référencer leur site, à créer de la visibilité en ligne et à ce qu'ils soient premiers sur Google assez simplement. Ok. Du coup, pour commencer, on va commencer de la base. Qu'est-ce que c'est pour toi le SEO ou le référencement naturel? Est-ce que tu peux nous Alors, expliquer? ouais, 100%. Bah, le référencement naturel, grosso modo, c'est comment est-ce qu'on va faire pour être mieux référencé, pour être plus visible lorsqu'on est face à un moteur de recherche. Donc assez simplement, le plus classique c'est Google, parce que c'est le moteur de recherche le plus connu alors qu'il est sur la planète et le plus utilisé de très loin. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour être plus visible sur Google. Le mieux c'est d'être, on va chercher des mots-clés. Donc Mhm. les choses que les gens, nos clients généralement vont chercher quand ils vont essayer de penser à nous, penser à nos produits. Imaginons qu'on soit par exemple un recruteur. Si quelqu'un cherche meilleur recruteur, eh bien, il va falloir qu'on ressorte dans cette liste des meilleurs recruteurs pour que on ait un peu cette visibilité qui soit déployée. Et donc nous, notre métier, c'est justement de faire en sorte sur le site de la personne de toucher plein de petits paramètres, d'aller orchestrer tout ça pour que le site puisse être de plus en plus visible par Google, de plus en plus apprécié par Google, etc. Et donc il y a des centaines et des centaines de facteurs sur lesquels on va jouer qui sont importants dans tout ça. Donc c'est un petit travail un peu technique, un peu d'alchimiste, un peu de contenu, un peu de stratégie. Il y a plein de choses qui se mélangent. Ok, alors j'ai plein de questions autour de ça. Pour commencer, en fait, si on se met à la place de quelqu'un qui veut lancer sa société, on lui a tous dit qu'il fallait avoir son site internet, etc., apparaître sur Google, comme on vient de le dire. Euh, Soit tu fais appel à une agence pour te faire ton site, soit tu crées ton site tout seul et puis tu tâtonnes, etc. Est-ce que tu as une checklist de points, de choses à vérifier pour être sûr que ton site il est bien fait pour être bien référencé? Alors ça c'est un peu la première brique, vraiment sur la partie website, c'est la question de un peu l'architecture et de comment est fait un site techniquement, etc. Très souvent ce que je vais recommander aux gens c'est surtout si c'est votre premier site et que vous êtes un peu premier lancement de société, on commence à rentrer dans le monde du marketing digital, je vais vous conseiller clairement d'aller vers un CMS traditionnel. Donc les CMS traditionnels ça va être WordPress, ça va être Webflow, ça va être Shopify, WooCommerce, ça va être tous ces trucs-là. Il y a PrestaShop aussi qui est très bien. Il y a même, on peut aller même, allez, ça me fait mal au cœur de le dire, mais d'aller voir du côté de Wix ou Drupal qui sont des vieux CMS, des CMS un peu plus user-friendly, mais pas forcément géniaux d'un point de vue sur tous les aspects, on va dire. Mais même les sites que va générer HubSpot, etc., seront OK d'un point de vue SEO. Donc allez vers des CMS traditionnels, entre guillemets, et comme ça, vous aurez un peu moins besoin de vous poser la question de est-ce que toute la technique est bonne en SEO. Parce qu'après, si on commence à redévelopper un CMS de scratch, donc un CMS, ça va être grosso modo un système qu'on utilise pour son site. Si on doit tout redévelopper depuis zéro et fait passer par un développeur, soit il faut que le développeur soit très bon en SEO, soit il manquera des briques et ça va un peu vous pénaliser sur le long terme. Donc voilà, en général sur un premier projet, je vais vous conseiller d'aller d'utiliser un CMS, donc un logiciel entre guillemets traditionnel Ok, pour créer un site. Et avec ça, normalement, toute la partie technique est à peu près bien gérée et vous n'aurez pas de pénalité, vous ne traînerez pas de boulet en SEO. d'accord. Et justement, comment tu choisis ce CMS? Alors moi Quels je critères? recommande Parce que tu, tu- ouais, tu- tu taquines un peu certains, il y en a tout ouais. de suite qui te viennent en tête. Euh, Pourquoi tu vois, pourquoi t'as taquiné certains? Pourquoi tu choisis toi plus un que l'autre? Enfin voilà, comment tu établis ton choix? Ouais, très bonne question. Bah, en fait, la première chose qu'il faut se demander, c'est quel site on est en train de créer. Est-ce qu'on est en train de créer assez simplement? Il y a deux grandes catégories de sites selon moi. Des e-commerce et les autres, grosso modo, hein, alors qu'il est. Et il y a d'autres typologies de sites qui pourraient exister, mais généralement, on va vraiment se contenter d'avoir ces deux-là. Sur la partie e-commerce, vous allez avoir deux, trois CMS qui vont se battre en duel. Vous allez avoir Shopify, qui est un peu le nouveau venu du Canada, très très fort.
mais qui a un peu le problème de la solution propriétaire, donc c'est un truc qui est un peu plus fermé, on a moins les mains dessus, etc. Mais qui est très performant, qui est rapide, qui est facile à utiliser, que tout le monde peut prendre en main super facilement. Donc ça a quand même un côté pas mal. Et historiquement en SEO c'était un peu pas ouf, mais maintenant honnêtement c'est cool. Donc Le, même le maintenant Mac, Shopify j'aime c'est bien. le Ouais, Mac des CMS pour le c'est e-commerce. exactement ça. Si Apple devait faire un CMS, ça serait Shopify. Et les autres qu'il va y avoir en e-commerce, il va y avoir PrestaShop qui est français par exemple, qui est beaucoup utilisé en France, qui est open source, donc là on a plus la main dessus, mais qui est un peu plus lourd, etc. Moi je suis pas un gros fan de PrestaShop, mais je trouve ça ok aussi. D'accord. Il va y avoir WooCommerce par exemple, qui est la variante WordPress de version e-commerce, Mhm. qui est un très bon CMS e-commerce aussi, que j'aime particulièrement parce que je suis un grand amoureux de WordPress, sur lequel je vais tout de suite passer, comme ça là Bah ouais, on passe justement, ouais. direct sur mon adulation. Assez simplement, sur la partie tous les autres sites qui ne sont pas des sites e-commerce, il y a donc c'est des sites où on va faire du contenu, assez simplement, des sites vitrines, des blogs, des sites de niche, des sites où on va parler d'un sujet, etc., etc. Et dedans, il va y avoir en général WordPress, c'est vraiment de très loin celui qui est le plus utilisé, ça doit être 50% du web ou quelque chose comme ça. En gros, WordPress est très flexible, très vieux, très authentique, très pratique à utiliser, énormément de plugins, énormément d'utilisateurs, très peu de failles techniques, etc. Donc je suis un très très gros fan de WordPress personnellement. C'est ce que j'utilise pour la plupart de mes projets, c'est ce que je conseille à la plupart de mes Ok. clients. Mais si vous n'êtes pas un gros fan de WordPress et que vous voulez utiliser un autre CMS, je pense par exemple à Webflow, à Prismic, à Framer, des choses comme ça, c'est aussi ok, c'est faisable. Et par exemple, historiquement, on avait Wix, qui était un CMS très user-friendly, mais pas forcément ouf d'un point de vue performance. Ils ont un peu réglé quelques problèmes, c'est acceptable aussi, mais bon. Ça, vous serez assez D'accord. vite capé sur un truc comme Wix, par exemple. Ok. Voilà, je préconise WordPress, parce qu'on n'est pas trop capé sur WordPress, on a beaucoup d'opportunités. Ouais, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Je suis dessus ou je fais mon développe, enfin voilà, j'ai trouvé mon dev pour faire le truc, etc. Bah, en Est-ce qu'il y a, général, tu vois, t'as une dizaine de points toi que tu vérifies avant de mettre ton site en ligne, voir au tout début où il est en ligne. ouais, en fait, les quelques points qui vont être importants à vérifier, on va dire, quand imaginons qu'on fasse appel à une agence ou un développeur qui nous aide et qui monte le site pour nous, une des premières choses que je regarderai un peu quand même rapidement, c'est la vitesse de chargement, pour être sûr que grosso modo le site charge à une vitesse qui est décente. Ok. Pour ça, vous avez plusieurs outils, mais le mieux c'est d'aller voir des trucs comme PageSpeed Insight, qui va être un bon outil pour aller mesurer la vitesse de chargement. Généralement, la vitesse de chargement n'est pas un élément qui est extrêmement bloquant, mais juste vérifier que ça soit utilisable assez simplement. En mobile notamment, parce qu'en fait, alors qu'il est 80% du trafic est sur mobile, donc voilà. Prenez votre site directement sur mobile, c'est là que vos utilisateurs seront la plupart du temps. Ok. Euh, Derrière, un autre point qui va être important pour le SEO, ça va être le contenu en fait. Assez simplement, est-ce qu'il y a du contenu sur vos pages? Est-ce que vous avez des pages? Combien est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez beaucoup de contenu qui a été écrit, beaucoup de choses qui détaillent bien votre activité, vos produits, etc. ou pas? Et si c'est pas le cas, bah, je vais vous conseiller de développer pas mal de contenu, de pages autour de votre activité, histoire de bien détailler tout ça, bien expliquer tout ça. Ça fera vraiment la grosse base de votre SEO. Ouais. Et Alors, après, excuse-moi de te couper. Ça, c'est un sujet intéressant pour moi. ouais. J'ai eu le cas d'une société là avec qui on discute et en fait, il a fait son site, il a sa page d'accueil, le qui je suis, le qu'est-ce que je vends, et ça s'arrête là. Et du coup, pour lui maintenant, c'est je fais appel à une agence pour être bien référencé sur Google. Mhm. T'évoques là d'autres sujets, du coup d'autres pages, d'autres contenus, etc. Est-ce que tu peux, avant qu'on poursuive ta liste, m'en dire un peu plus là-dessus, sur le blog, pas le blog, etc. Ouais, 100%. Bah justement, en fait, au moment où vous avez votre site, il va se poser plusieurs choses. Grosso modo, pour être référencé, par exemple, sur le meilleur recruteur de France, il va falloir que vous ayez une page où vous parliez des meilleurs recruteurs de France, que ce soit vous ou d'autres. Mais en fait, il va falloir qu'il y ait un moment où vous ayez un contenu qui réponde à ce qu'on appelle une intention de recherche. Donc en fait, quand les gens cherchent meilleurs recruteurs de France, ils cherchent à connaître les meilleurs recruteurs de France. Et à ce moment-là, il va falloir que vous ayez une page sur votre site qui détaille qui sont les meilleurs recruteurs de France, pourquoi c'est le cas, et qui aille en profondeur. Le mieux, c'est aller regarder, en fait, posez-vous la question, qu'est-ce que les gens vont chercher pour trouver mon service? Qu'est-ce qui va les intéresser? Il y a deux types de requêtes en général. Il y a les requêtes qu'on va appeler commerciales, donc là où les gens vont directement chercher à procéder à un achat a posteriori, et les requêtes plus informationnelles. Donc une requête informationnelle, par exemple, ça serait comment recruter quelqu'un en CDI, ou quelles sont les conditions pour recruter quelqu'un en CDI, combien dois-je payer de charges patronales, des choses comme ça. Où on sait que la personne qui va lire cet article, c'est notre buyer persona, donc c'est la personne, notre client type. Mais c'est pas forcément suite à cette recherche qu'il va faire une décision d'achat. Donc
En général, c'est un peu un mélange de requêtes commerciales et de requêtes informationnelles qu'on va essayer de mettre sur notre blog, qu'on va créer des pages. On va essayer de créer des pages sur un peu tous les sujets qui peuvent intéresser notre cible et toutes les recherches qu'ils pourraient faire et qui pourraient arriver, les mener à acheter chez nous. Donc voilà, en général, c'est un peu ces deux types de choses-là qu'on va produire. Il va falloir produire pas mal de contenu. C'est toujours une grosse bataille. Donc voilà, en tant qu'agence SEO, c'est toujours un métier où on est pris en charge en général. C'est allez, production de contenu, c'est à nous de le faire. On y va, on va dérouler de la page et puis on va faire plein de pages qui vont vous répondre à tout ça. Ok, merci pour cet aparté. Du coup, sur ta checklist, donc on en était à je fais du contenu, j'active, j'active des articles, etc. Mhm. Qu'est-ce que tu t'assures d'avoir d'autre quand tu vas lancer ton site? Ce que je vais faire d'autre, c'est je vais m'assurer au moment du lancement qu'il y a une navigation qui soit fluide quand même, quoi. Qu'en fait sur mobile on puisse passer d'une page à une autre, que toutes les pages soient accessibles, qu'il y ait des liens qui permettent de passer facilement d'un endroit à un autre, que tout soit beau esthétiquement, assez simplement. Ça nous assure que grosso modo on va pouvoir grossir sereinement basé sur ce site, que la situation est déjà bonne et que tous les utilisateurs qui vont arriver et qu'on va channel sur le site progressivement, ils vont y rester, ils vont pouvoir naviguer, ils vont pouvoir découvrir nos services facilement, etc. Donc faire ces tests là sur mobile, ça permet d'être sûr que en fait on a la base qui va être utile pour aller faire grossir tout ce site. Et ensuite, il y a 2-3 choses qu'on va devoir faire pour faire grossir le site justement au lancement progressivement. Ça va être le promouvoir, assez simplement. Le promouvoir, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, voilà, si possible, en faire la pub un peu sur nos réseaux sociaux, auprès des gens qu'on connaît, etc. Histoire de commencer à générer un petit peu de trafic, que les gens aillent voir le site. Et en fait, ça va commencer à amorcer Google progressivement, qui va s'entraîner, qui va regarder le site, qui va dire, ah, ok, c'est intéressant, je vois qu'il y a des pages, etc., etc., etc. Et donc, ça va permettre de le faire grossir. Ok. Un autre outil très rapidement qui va être Vas-y, intéressant vas-y, pour la partie SEO au lancement d'un site, c'est la Search Console, la Google Search Console, qui est en fait l'outil proposé par Google pour savoir combien de trafic est-ce que vous générez sur Google. Et donc voilà, en utilisant cet outil, normalement, ça vous donnera un peu à chaque fois combien de trafic vous générez, d'où est-ce qu'il arrive, quels mots-clés sont tapés. Et ça sera assez intéressant pour vous ensuite, pour pouvoir aller mesurer quelle stratégie fonctionne assez simplement et quelle stratégie ne fonctionne pas. Et c'est un outil gratuit. On n'est Ouais. pas obligé de payer comme les nombreux outils qui peuvent aider. Ok. Donc là, ça y est, tout est en place. Ton site il est en ligne. Tu es allé un peu vérifier dessus sur ton smartphone, scroller, vérifier que ça fonctionne bien. Euh, Sachant que c'est pas ton activité principale, que comme tout le monde, tu débutes, t'as pas des moyens de dingue. Comment tu fais pour lancer? Comment tu fais pour aller chercher je sais pas, tes 100, tes 1000 premiers visiteurs sur ton site? Très bonne question, ouais, c'est toujours le moment critique, le moment difficile. Euh, il y a plusieurs points qui sont particuliers sur ces 1000 premiers visiteurs. C'est surtout déjà le fait que dans le SEO et dans le référencement, il y a un peu un délai. Donc Google est un peu lent à la détente parce qu'en fait, il a besoin de vous faire confiance. Et donc un site qui vient d'arriver en général, il n'a pas 100% de la confiance de Google encore. On aura besoin de temps, on va dire en général 6 mois, 1 an avant que Google vous accorde vraiment sa confiance. Il y a des fois où ça va plus vite. Si en fait énormément de gens vous font confiance sur Internet, que vous êtes la nouvelle startup en vogue, le jour où OpenAI est arrivé, grosso modo, Google leur a fait confiance très vite parce que tout le monde en parlait, tout le monde était très ah ouais c'est top, tout le monde leur faisait des liens, tout le monde allait sur leur site, donc très vite Google leur a fait confiance. Mais vous, au début, vous êtes rarement OpenAI et donc malheureusement quand vous vous lancez, il n'y a pas énormément de gens qui parlent de vous, pas énormément de gens qui vous font des liens, etc. Donc il va falloir le temps que toute cette confiance s'installe progressivement. Et ensuite, voilà, c'est le moment où il va falloir actionner 2 leviers, grosso modo. Le SEO, c'est toujours 3 grands piliers. C'est la technique dont on a parlé un peu au début, le contenu et la confiance, l'autorité. Et donc, il va falloir actionner 2 leviers et les faire grossir progressivement. Et ce sera les 2 leviers sur lesquels vous devrez travailler maintenant quotidiennement. C'est la partie contenu, donc avoir plus de contenu, avoir plus de choses qui sont intéressantes pour les utilisateurs, pour les prospects, plus d'articles de blog, plus de pages, etc., etc. Aller de plus en plus loin sur la data qui est intéressante pour nos visiteurs. Et en secondo, aller faire grossir l'autorité. Aller faire grossir l'autorité de manière naturelle, ça veut dire promouvoir son site, assez simplement. L'envoyer à des gens, que les gens lisent, que les gens regardent, que les gens partagent, etc. Si on le fait de manière un peu moins naturelle, un peu plus agressive, quand même bien le faire les SEO français, c'est-à-dire grosso modo acheter du lien, parce que simplement, à l'heure qu'il est, Google, il mesure la confiance d'un site par le nombre de personnes qui lui font du lien, parce qu'en effet, en fait, si on veut répertorier tous les sites du web, comment est-ce qu'on fait? On regarde qui parle de qui fait des liens à qui,
Et en regardant tout ça, normalement, on peut savoir à peu près qui est les personnes la plus importante versus qui est la personne la moins importante. C'est comme si on était sur le forum des Romains, sur la place de la ville, qu'on on parlait avec tout le monde et que tout le monde, il y a toujours un nom qui ressort encore. Yann Nabucet, Yann Nabucet, Yann Nabucet. Ah ok, ok, ok. C'est bon, Yann Nabucet, c'est la personne importante de cette ville, quoi. Donc voilà, ça permet en gros d'avoir un peu cet écho-là. Et en fait, notre site a posteriori, comme on a plein de liens, donc plein de gens qui en parlent, ça va le faire grossir. J'ai deux questions autour de ces deux piliers que tu évoques, enfin de ces deux points que tu évoques. Le contenu, tu disais toujours plus loin, toujours aller chercher, refaire, etc. tous les jours. Au début, t'as tes idées, ok, comment faire ci, pourquoi, etc. Mais rapidement, tu t'arrives face à un mur où tu dis, bon, j'ai abordé tous les sujets, ou en tout cas, c'est l'impression qu'on en a. C'est quoi ta technique à toi pour aller chercher des nouvelles idées, quoi? Comment tu fais? C'est marrant que tu dis ça. Rares sont ceux qui ont abordé autant de sujets qu'il y a de la fait. Voilà. Je suis pas sûr que beaucoup de gens se posent cette question autant que toi tu te la poses parce que tu en as abordé énormément. Mais ouais, 100%. Il y a plusieurs choses. En gros, il y a les outils. Il y a des outils de mots-clés. Il y a des outils qui permettent de savoir un peu quels sont les mots-clés les plus tapés, quels sont les sujets en vogue, etc. Donc ça, c'est toujours un outil qui est très très bon, surtout pour prioriser en fait. Le mieux, je pense, quand on lance son premier site, c'est pas forcément de partir directement sur un outil de mots-clés, une stratégie SEO, etc. C'est simplement de se dire qu'est-ce que les gens recherchent, qu'est-ce qui les intéresse et de couvrir ça vis-à-vis de mon business, parce qu'en fait, ça va nous donner normalement naturellement la bonne voie et nous orienter dans la bonne direction. Maintenant, quand on a bien travaillé ça, qu'on a créé, on va dire, 100, 150 pages, quelque chose comme ça au moins, quoi, on a commencé à bien travailler, à faire beaucoup de sujets, à ce moment-là, le mieux, c'est on part sur un outil de mots-clés, on regarde voilà, dans les outils de mots-clés, qu'est-ce qu'il y a qui est intéressant, etc. etc. Et donc là, vous pouvez simplement aller voir vos concurrents, aller voir tous les sujets qu'ils ont couverts, tous les mots-clés sur lesquels ils génèrent du trafic, et aller leur voler un peu leur sujet pour essayer d'aller les dépasser sur ces recherches-là. Maintenant, il y a un autre point qui est intéressant aussi, c'est comme vous avez créé une centaine de pages, que vous commencez à générer un petit peu de trafic normalement, dans votre Google Search Console, vous allez voir certaines pages qui vont commencer à générer plus de trafic que d'autres. Donc vous allez voir un peu votre top, le 20-80, quoi, votre top tiers de pages qui génèrent un peu du trafic et qui est efficace. Ce qui est très très efficace sur un site généralement, c'est ces pages-là, essayez de les dériver. Donc par exemple, voilà, si vous avez fait une page qui pourrait être par exemple comment recruter un ramoneur, vous pourriez passer sur comment recruter un couvreur, puis comment recruter un plombier, puis comment recruter un plaquiste, etc. et dériver tous les métiers du bâtiment parce que vous avez très sûrement une espèce d'autorité thématique sur cet axe-là, cet angle-là. Donc n'hésitez pas à dériver au maximum vos pages quand vous en avez une qui perfe bien parce qu'en général, c'est-à-dire que les autres vont bien performer aussi. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, et pour compléter ça, pour mettre moi-même pris ce mur-là, je trouve que plus tu as d'articles et plus tu y as passé de temps, plus tu as d'idées. C'est-à-dire que quand j'avais 4 pages sur le blog, j'étais devant ma feuille blanche en me disant waouh, qu'est-ce que je vais raconter. Et maintenant que j'ai passé, c'est ça. Et maintenant que j'ai les 300, je me dis mais j'ai tellement de trucs à aborder, il faudrait que j'en fasse 20 par jour. Ok, merci. T'évoquais un autre sujet qui m'a bien parlé, c'est l'autorité. Je sais que c'est un de tes chevaux de bataille et comment dire. Dans le SEO, en fait, quand tu débutes, tu crées ton site, tu vas sur Internet chercher, tu vas sur YouTube, etc. Et que tu n'as pas envie de claquer des sommes folles pour être présent sur Le Monde ou sur l'Express. Enfin, je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. Pour aller chercher, comme tu disais, des liens qui vont pointer vers toi et dire à Google que tu es une autorité dans le domaine. On lit beaucoup de trucs, faites des infographies. Partager les journalistes, les trucs, les machins. Je vais pas dire que j'ai poncé toutes les méthodes, mais j'en ai testé quelques-unes. Et j'avoue que grosso modo, tous ces conseils valent zéro. En tout cas, peut-être mes infographies étaient pourries et à la limite, je veux bien l'entendre. La réalité, enfin, est-ce que toi, tu as comment dire, des conseils là-dessus pour aller chercher des liens pas chers ou idéalement gratuits pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui... Parce qu'au début, tu as fait ton site, tu as claqué 1000, 2, 3, 5000 balles. Et puis bon, maintenant, j'ai fait mon site, quoi. T'attends, et puis comme on vient de le dire, faire le blog, etc. Partager, mais aller chercher des liens à pas cher en testant, enfin voilà, tu testes tout, il n'y a pas grand-chose qui marche. Est-ce que toi, tu as des conseils là-dessus, des recos, des approches, des trucs est-ce que tu as un super truc à nous dire que personne ne fait Voilà.
Là, il y a pas mal de choses, de moyens pour avoir des liens pas chers ou des liens gratuits. En effet, pour gagner de l'autorité, pour prendre des raccourcis, hein, assez simplement, pour gagner de l'autorité de manière artificielle le plus rapidement possible. Euh, la méthode la plus simple, la vraie méthode gratuite 100%, en général, c'est les forums. Donc en fait, assez simplement, vous allez sur les forums et vous partagez le lien de votre site, vous créez un compte, vous parlez avec les gens du forum et à un moment ou à un autre, vous avez l'opportunité de partager le lien de votre site. On appelle ça dans le métier le ninja linking. Donc ça, en fait, c'est un peu le faire des liens gratuits comme un ninja qui arrive et hop là, je place mon lien, voilà. Euh, j'ai toujours l'image du ninja à chaque fois qu'il fait ses placements de liens comme ça. Il y a des forums où vous pouvez placer, des forums où vous pouvez pas placer. Historiquement, on mettait dans les commentaires des blogs les uns les autres, etc., etc. Euh, alors qu'il est, surtout en France, il y a quand même une très grosse concentration de l'écosystème du netlinking, donc de l'achat et de la vente de backlinks de liens sur les plateformes. Et donc voilà, alors qu'il est par exemple, je suis associé sur une plateforme qui s'appelle Linkavista. On a un truc genre 100 ou 150 liens disponibles à moins de 2 euros. Donc voilà, si vous voulez acheter là-bas, On mettra un lien dans la avec description. plaisir. Ok. Est-ce que tu as d'autres astuces? En vrai, là, tu nous donnes des astuces que tout le monde connaît. En tout cas, si tu t'y intéresses, t'as pas des tips? Je sais que ton compère Romain Pirotte parlait de mettre un lien sur une image ou sur un emoji dans les forums, etc. Ouais. ça se fait pas modérer. Ah ouais. En gros, sur les forums, ce qui se passe, c'est que tu postes ton lien et du coup après tu te fais modérer parce qu'en fait quand tu arrives sur le lien, quand le modérateur il va voir que tu as fait un lien, il va dire ouais c'est de la pub et tout, mais sur un emoji, en fait ça se voit pas qu'il y a un lien sur un emoji, donc en fait ça passe. Du coup ouais, ça c'est la strat pour moins se faire modérer sur les forums. Une bonne technique, une technique que Romain m'a filé aussi d'ailleurs et que j'ai il va être content de te filer des conseils. Ah ouais, Romain, je le lessive. Hein. Moi, j'adore parler avec lui parce il propose énormément d'informations tout le temps. Mais c'est de faire une campagne de micro-workers. Donc, par exemple, on a été demandé à plein de Pakistanais de s'inscrire sur plein de forums pour aller ensuite aller modifier les liens et aller placer les nôtres. Comme ça, on a pu le faire beaucoup plus massivement et en faire 100 d'un coup, en fait, au lieu de les faire un par un à la main. Et sinon, en fait, la méthode il y a des méthodes à l'ancienne qui fonctionnent encore. Notamment une méthode qui marche très bien en fait, vous qui êtes dans des vrais business, qui avez des vrais trucs, parce que nous on en parle souvent en tant que SEO par le SEO pour le SEO, ce qui est un peu microcosme, mais on connaît nos méthodes. Mais vous qui avez des vraies relations avec des vrais business, assez simplement, tous les partenaires commerciaux, vous leur demandez d'ajouter des liens vers votre site. Tous vos fournisseurs, vous leur dites allez, mets-moi comme client s'il te plaît, quitte à ce que voilà, vous arrangez quelque chose. Sur le site. Un petit avis sur le site, etc. En fait, comme un backlink a de la valeur, potentiellement, c'est quelque chose qui peut être ajouté dans un contrat, c'est quelque chose qui peut être négocié, etc. Et c'est des choses où, j'étais récemment avec un client, par exemple, où j'ai dit, on va dépenser, 500 euros par exemple par mois pour acheter des backlinks. Et il m'a dit, non, mais attends, les backlinks, moi je vais demander à tous mes partenaires commerciaux, on aura pour l'équivalent de plusieurs milliers d'euros en quelques semaines, ça ira très très bien, quoi. Et il avait raison, en fait, c'est quelque chose qui Tu veux pas lui donner l'URL de mon site aussi, du coup? Ouais. T'as déjà dû bien négocier les backlinks avec tous les partenaires commerciaux, toi Yann, ça doit être nickel. Non, pas chez tous, mais j'ai un peu poncé le truc. Et qu'est-ce que tu penses? Alors, les liens, tu parlais d'autorité. Ouais. Si je me trompe pas, l'autorité, elle est aussi corrélée au secteur sur lequel le site qui renvoie vers toi est lui-même autoritaire. Ouais. On évoquait le recrutement par exemple, et ça peut être d'autres sujets. Tu parlais du bâtiment par exemple. Si un site du bâtiment renvoie vers un site du bâtiment, ça a plus d'impact qu'un site du recrutement qui renvoie vers le bâtiment par exemple. Ouais, qu'est-ce que tu penses? Alors, je sais pas si c'est une connerie ou pas, mais je passe ma vie à aller screener les sites des uns et des autres. Et tu vois des liens sur des sites hyper référents avec des notes assez élevées sur Pinterest, sur LinkedIn, etc. Il y a pas mal de supports comme ça. Alors c'est un peu galère parce qu'il faut que tu ailles créer un compte, un truc, un machin. Et vous qui l'industrialisez, je pense que c'est pas hyper facile à faire. Mais qu'est-ce que tu penses de ce genre de pratique? Honnêtement, en fait ce qui se passe, c'est la transmission du... Voilà, c'est bon, on est parti dans de l'algorithme, c'est génial. Là, c'est bon, tu vas lancer, c'est réglé. En gros, comment est-ce que la transmission de l'autorité, elle se fait dans un site? Assez simplement, imaginons qu'on prenne par exemple LinkedIn. LinkedIn reçoit énormément de liens sur sa homepage. Donc en fait, la page centrale de LinkedIn, la première page, la homepage, elle reçoit énormément de liens et du coup, c'est une page qui est très 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 puissante. Et le site globalement est puissant, mais cette page-là précisément, elle est très 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 puissante.
Et ensuite, le jus et la puissance se dispersent dans le site à travers les liens du site lui-même. C'est aussi pour ça que je vous disais en début de vidéo, il est important de pouvoir naviguer facilement sur le site, de voir toutes les pages, parce qu'en fait c'est comme ça que Google va se déplacer et qu'il va découvrir les pages et que la puissance de vos backlinks va se diffuser dans votre site de cette manière-là. Alors qu'il est sur LinkedIn, grosso modo, ou sur Pinterest, si tu crées un profil, par exemple, ta page, en fait, elle va pas être linkée depuis la home. Elle va pas recevoir de puissance parce que c'est quelque chose qui est très organique avec un feed, etc. Donc, les réseaux sociaux en général et les plateformes de la sorte, c'est pas des sites où tu as une très très bonne diffusion du PageRank en interne parce que les profils qu'on a, en fait, grosso modo, c'est des profils qui sont orphelins. Et du coup, derrière, ça. Voilà. Je vais pas te mentir. Toi, ton profil LinkedIn qui est énormément visité, il a de la patate parce qu'il a beaucoup de visites, il est bien indexé par Google, il a une bonne perception, LinkedIn se dit que c'est un profil qui est fort, etc., etc. Donc grosso modo, toi, ton profil, il envoie du jus, même si il n'est pas linké depuis la homepage, etc. Mais on n'est pas sur un truc du genre, voilà, on n'a pas vraiment le score de LinkedIn qui nous tape direct dans le site et qui nous fait vraiment ses bienfaits. Donc c'est un peu le cas, mais pas trop. Et voilà, et après, le mieux, ça reste quand même les endroits où... En fait, la question, c'est depuis la home page, combien il faut de clics pour arriver à ton backlink et à ton site. Et c'est un peu en fonction de ça et du nombre de backlinks que reçoit le site référent. Là, on a vraiment la puissance qui se déverse. Ouais. Ok, donc le mieux c'est d'aller chez tes fournisseurs et qu'ils te fassent un lien avis client sur la page d'accueil plutôt que de galérer à faire un compte Pinterest. Alors là, c'est golden. Là, t'es trop bien. Là, si tu fais ça, c'est une voie libre. Tu vas prendre plein de puissance et Google va le sentir, ça va t'aider énormément, etc. Okay. Tu parlais tout à l'heure de l'autorité thématique vs autorité brute entre guillemets, dans le sens où LinkedIn, par exemple, très grosse puissance, mais en fait, est-ce que c'est vraiment, pour toi, recrutement, oui, c'est assez thématique. Pour d'autres, c'est pas forcément aussi thématique que ça. Mais en fait, il y a quand même un truc où tu vois, si on prend que 10% de l'autorité de LinkedIn, ça reste plus que 95% du web. Donc grosso modo, en fait, normalement c'est un modulateur qui va, en fait, tu comptes l'autorité et tu vas te dire à quel point est-ce qu'on est référent ou pas. Si c'est LinkedIn et qu'en face c'est quelque chose comme Facebook par exemple, on va dire ok, on est sur le même scope, du coup on envoie 100% de la puissance. Mais si on est sur quelque chose qui n'est pas du tout pareil, genre le BTP, ok, on n'envoie que 20% de la puissance. Mais en fait 20% de la puissance de LinkedIn c'est déjà énorme. Et du coup voilà, en fait un petit discount au moment du choix de la thématique qui fait que oui ou non on envoie full puissance ou pas. Ok, et tiens justement LinkedIn c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'amène à d'autres questions. Je sais pas si tu sais, mais en fait pour que tu aies un backlink de LinkedIn, il faut qu'il soit dans tes liens, c'est pas dans tes... Je devrais peut-être pas le dire d'ailleurs, mais c'est pas ça. C'est ok, je pense. Personne va nous regarder d'ailleurs que toi et ma femme. Mais en gros, il faut que ce soit dans les liens. Quand tu te galères, comme je fais tous les jours, à balancer du contenu avec des liens, tu as zéro backlink. En revanche, les liens que tu as dans ton truc de lien, là, personne va les voir, sauf les voyeurs, mais voilà. En revanche, les gens, ils vont cliquer sur le contenu que tu fais tous les jours pour parler de ton blog, de ton truc, de ton machin. Ouais. Et donc, ça, techniquement, ça n'a pas d'impact sur ton site. En tout cas, on va dire théoriquement, le lien, il a aucune valeur. Est-ce que pour toi, ça en a une quand même? Parce que du coup, ça renvoie du trafic, parce que ça donne des indicateurs peut-être autres que juste il y a un lien, donc ce site est autoritaire. Ouais, exactement. En fait, il y a vraiment un truc. Il y a un effet qui est assez marrant et qui est de plus en plus visible sur Google. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que ça devient de plus en plus intéressant d'en parler. C'est que grosso modo, le trafic et est-ce que des gens qualifiés viennent vers votre site et visitent votre site, ça devient de plus en plus important. Et donc, le problème, c'est que l'importance de ce facteur, il n'est pas forever, tu vois. En gros, ça te fait des boosts, quoi. Donc, en fait, si tu publies un lien sur LinkedIn avec plusieurs centaines de personnes qui viennent voir ton site pendant une semaine, ça va te faire un boost sur 15 jours, 3 semaines peut-être. Mais après, normalement, ce boost-là, il va commencer à s'estomper. Et du coup, voilà, s'il n'y a pas de gens qui ne reviennent pas, etc., c'était un boost temporaire, ça ne reviendra pas, etc. Du coup, ça ne t'aidera pas à vraiment mieux ranker sur le très très long terme. Mais si tu le fais continuellement, en fait, tu alimentes le boost continuellement, donc ça roule, ça fait le taf, etc., etc. Ça, en fait, ça fait pas vraiment grossir ton autorité stable et continuelle et résiduelle, etc. Mais ça te fait des boosts d'autorité un peu constants qui font que ton site peut performer, quoi. Et justement, alors moi, c'est une question que je me pose. On sait que quand tu as du trafic réseaux sociaux,
Mhm. ça donne un bon indicateur, mais du coup, quand tu débranches la prise, bah forcément, t'as moins de gens qui vont venir chez toi. Et donc, est-ce que ça n'a Ouais. pas un effet contre-productif d'avoir des gens qui viennent de LinkedIn pendant quelques semaines, et puis cette page-là, en fait, tu l'as boostée, mais en gros, tu vas mettre un autre article pour booster autre chose. Ouais. Du coup, est-ce que cette page-là, en fait, ça lui donne pas un boost et d'un coup, ça donne un mauvais indicateur en mode, bah non, bah il n'y a plus personne qui vient la voir. Alors, faut pas se dire le moment où il y a la baisse c'est un mauvais indicateur. Faut se dire le moment où il y a la hausse c'est un bon indicateur. Tu vois. En Ok, gros, elle part de 10 sur 20. Elle prend un petit boost, elle monte à 15, 17 sur 20, elle a une bonne note, ouais, et puis après il y a un moment quand on coupe tout, elle revient à la moyenne, et elle revient à son 10 sur 20. C'est pas un mauvais indicateur, c'est juste genre pendant une période elle a eu le boost, et ensuite elle l'a plus. Et le ok, moment où elle repasse de 17 à 10, c'est pas un problème, grosso modo, c'est genre on revient à la normale, et ça roule. Et en général, elle revient pas à 10 d'ailleurs, elle revient plus à 11 ou 12. d'accord. Et. Tes souhaits, Merci. tes amours. Et Google, Google voit un peu qu'il y a eu un boost dans le passé, et du coup il préfère la stabiliser un peu plus haut généralement, D'accord, et avoir une position qui est un petit peu meilleure. Donc ok, généralement on a plutôt des résidus positifs là-dessus que des résidus négatifs. ok. Ok, dans la rubrique j'ai pas de moyens, est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres techniques sans dépenser ou en dépensant peu pour améliorer le nombre de gens qui viennent sur ton site, etc. Euh, En général, le mieux c'est. Enfin, tu sais, en fait, si vous êtes dans un vrai business, que vous faites un vrai truc et tout, typiquement, tu mets le site en footer de mail déjà, hein, des bases comme ça, histoire que en fait, ça soit jeté au plus de personnes possible. Euh, Tu t'envoies de la newsletter avec ta base mail pour essayer de ramener vers ton site aussi. Le but, c'est d'utiliser tous les moyens de contact que tu as alors qu'il est tout ton réseau pour essayer de le connecter à ton site le plus possible. Euh, et créer de la, enfin, tu vois, créer de la synergie, que les gens viennent régulièrement, etc. etc. Et ensuite, d'un point de vue pur SEO, enfin, le SEO, c'est pas très compliqué. Il faut bombarder du contenu et des liens. Quoi, hein. Tu vois, faut envoyer d'un volume de contenu et de liens. Donc, en fait, faut se mettre en mode acharné et produire du contenu, écrire du contenu qui est intéressant pour les gens et rajouter des liens qui viennent de l'extérieur, faire des liens entre les articles eux-mêmes, etc., etc. Pour que le but, en fait, c'est de vous dire chaque utilisateur qui vient, il doit passer le plus de temps possible sur mon site, il doit visiter le plus d'articles possible, il doit voilà, avoir le plus de touch points possible. Si possible, j'ai son mail, je lui renvoie des trucs après, etc. Ou alors il active les notifications et que j'ai un nouvel article que je lui push, il y a des notifs, etc. etc. Donc tout ça, le but, c'est d'avoir un peu cette machine de rétention. Et à côté, il faut augmenter le nombre de points d'entrée. Donc une page égale un point d'entrée généralement. Et du coup, augmenter le nombre de pages assez simplement et aller cultiver l'autorité du site. Faire en sorte de faire voir que le site est de plus en plus viable, de plus en plus Ok. trustable et voilà quoi. Faire augmenter C'est quoi bombarder du contenu? Parce que quand tu montes ta boîte, que tu gères le comptable, que tu gères tes clients, Ah, que c'est tu gères ton ingérable. business, etc. C'est impossible. Enfin, moi, j'ai eu des périodes où je m'occupais plus de rien, juste de faire du contenu. Et comme t'es pas à la base rédac web ou je sais pas quoi, bon, en fait, tu passes un mois, t'as pas appelé un client, t'as rien fait, et t'as fait 4 articles sur ton blog parce que t'es pas Ah ouais. productif, quoi. Ah, C'est je quoi? sais. Bah, Quotidien, je suis dans comment tu le cette fais et quel volume? Ah, tu sais, moi je suis là, je dois gérer aussi le marketing, la compta, le management, Ben les ouais. clients. T'as tout à faire, c'est un enfer. C'est un enfer. Ah, Et, j'ai du feedback à te donner là-dessus parce que moi j'ai foiré des trimestres à cause de ça. ah putain, si vous êtes en train de nous écouter alors qu'il est et que vous montez une entreprise, ne faites surtout pas ça en fait, arrêtez-vous maintenant. Non, en vrai, le mieux c'est de se dire un truc du genre tu fais un article par semaine. Je pense qu'un article par semaine c'est un volume qui est cool. Ça veut dire que voilà, théoriquement tu as fait 100 articles en 2 ans. 100 articles en 2 ans, on va pas dire que tu as un gros site, mais en fait tu as un site dans ta thématique qui est décent, qui commence à avoir un petit peu de volume, etc. etc. Si tu peux passer à 2 articles semaine, c'est idéal. Ton truc, ça peut devenir un vrai driver de croissance, ton site. Mais sinon, simplement, si tu pars sur un principe de essayer d'acquérir au moins un lien et générer un article par semaine, c'est deux choses qui sont très très bien. Ça te permet d'avoir une croissance qui est décente. Google, il va jamais détecter en tant que spammer si tu es sur des croissances comme ça. C'est naturel, c'est bien fait, etc. Donc
Moi, c'est ce que je conseille généralement pour quelqu'un qui veut se lancer, qui a envie d'utiliser le web comme un levier d'acquisition, mais qui a le temps quand même. Parce qu'en fait, en général, il y a aussi le problème de quand tu lances ta boîte, t'as pas trop le temps, t'as envie d'avoir des clients maintenant. T'as pas Et le le temps, SEO, c'est d'ailleurs. pas trop le bon levier pour ça, malheureusement. Mais bon, si voilà, tu te dis j'ai un autre levier à court terme, le SEO sera bien pour dans 6 mois, un an. Bah, tu fais un article par semaine et un backlink par semaine, c'est déjà bien. Et après, tu peux descendre, enfin, tu peux monter en vitesse de croisière et aller jusqu'à un article par jour. Si tu montes un article par jour, c'est très solide, quoi. Bah, Mais de toute bon. façon, la motivation, elle monte. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Elle monte Mhm. dès lors que tu as les premiers appels. Alors, Ah ouais, c'est c'est ça. marrant parce que tu as charbonné, il s'est rien passé. Et du coup, voilà. Moi, c'était pendant 18 mois, quoi. Elle charbonnait nuit et jour, quoi. Et t'as rien, tu te dis, mais pourquoi je le fais? Et en Ouais. fait, le jour où c'est fait, où le taf il est fait, globalement, même s'il faut continuer à entretenir ça, là le téléphone il sonne et du coup ça te donne on parlait de boost sur LinkedIn, c'est la même chose, tu dis oh putain je vais refaire des articles 3 fois par jour, etc. Mais du coup ça devient agréable en fait de le faire quand tu sais ce Quand que tu ça sais a, que tu vas avoir du ROI dessus, ouais, c'est ouais, ça, quoi. parce que juste avant c'est que des promesses, c'est toi et moi qui racontons que ça marche, mais la réalité Ouais. c'est que tant que t'as pas eu un appel, voilà. Ouais. Euh, et justement, alors on digresse un peu, c'est peut-être avec. Voilà, j'essaierai d'avoir d'autres personnes pour parler de ça, mais ça m'intéresse aussi de ta part. C'est quoi un bon contenu? Putain, un quelle, bon contenu, quelle, quelle c'est. Oh taille, là là. au-delà des sujets, parce que quand tu rentres dans ce sujet-là, il y a les sujets de structure, de gras, de machin, de Ouais. trucs. Ok, ça on va mettre ça de côté, j'en reparlerai avec quelqu'un ou avec toi au plaisir. Mais déjà, c'est quoi un bon contenu? Parce qu'en fait, tu as des articles tout petits, tu as des trucs, c'est des livres, ça fait 15 pages. C'est quoi un bon contenu, bordel? C'est quoi un bon contenu, bordel? C'est Oui. exactement comme ça que j'aurais dû rentrer dans la sphère du SEO, putain. C'est un truc de ouf. Non, c'est une question sur laquelle je me suis tapé la tête pendant genre peut-être un an, quelque chose comme ça, au moment où j'ai réalisé que le contenu était important. Parce qu'en gros, il m'a fallu quand même 3 ans ou 4 ans de SEO avant de me dire que le contenu était c'est important. c'est C'est ouf, chaud. hein? C'est ouf. Mais parce Je que faisais. je pense que c'est parce que tu as commencé par le SEO et pas par le business. Ouais, ouais, Tu oui. vois, sans être Ouais. désagréable, je pense que tu le disais tout à l'heure, les objectifs sont pas les mêmes. Ouais. Et parce que j'étais dans le casino aussi à l'époque et que le casino c'est un truc de bourrin et que voilà Ah, on fait ça tout en m'intéresse, achat de faudra qu'on en liens, on reparle. fait des ouais, avec plaisir, mais on fait tout en achat de liens, on fait des volumes énormes et on avait des rédacteurs qui en fait globalement rédigeaient plutôt du bon contenu. Et donc j'avais pas besoin de me poser cette question moi de est-ce qu'ils le font bien. Juste je leur disais rédige le contenu et les choses que je regardais n'étaient pas les bonnes, mais D'accord. anyway. Du coup, j'ai offusqué cette situation de mon truc pendant 4 ans. Et après 4 ans, je me suis dit, ah non, mais en fait, le contenu, c'est important. Et du coup, je me suis posé la question, mais c'est quoi un bon contenu? Parce que tout le monde dit la même chose, il faut un contenu de qualité, il faut un bon contenu et tout. Hmm. Et personne ne te dit ce que c'est. Donc c'est horrible. Et grosso modo, un bon contenu, c'est un contenu qui répond à l'intention de la recherche de l'utilisateur. Donc si l'utilisateur recherche comment recruter un maçon, il faut que vous disiez comment recruter un maçon. Il faut que vous expliquiez comment recruter un maçon. Le but, c'est de le faire. Euh, les gens, ils n'ont pas le temps. Donc en fait, il faut le faire de manière super straightforward. Il faut que vous ayez une réponse super rapide. Faut avoir la possibilité que le gars, en une seconde, il ait compris comment est-ce qu'on recrute un maçon, assez simplement. Mais il faut aussi que si quelqu'un a envie de passer une demi-heure sur votre article, il puisse le faire. Enfin une demi-heure, je dis une demi-heure c'est peut-être un peu abusif, mais peut-être bien 10 minutes, 10, 12, 15 minutes quoi, un truc comme ça. À 15 minutes, ça commence à être un bel article, hein. Ça commence à être un bel article, ouais, c'est pour ça que voilà. Et puis recruter un maçon c'est peut-être pas le truc le plus trendy, mais encore que il y Je a te, peut-être un peu de con- volume, je sais je pas. te confirme. Mais c'est tellement galère, je pense qu'il y en a qui se posent la question, Il y a de quoi hein. Mais faire. moi, je fais pas, je m'y connais pas en maçon. M'appelez pas Et pour ça. du coup, ouais, typiquement donc sur cette partie-là, c'est en général pour savoir la longueur d'un contenu, tu regardes le top 3 les résultats numéro un quand tu tapes comment recruter un maçon, résultat numéro un, résultat numéro 2, résultat numéro 3. Ils ont fait combien de mots chacun, combien est-ce qu'ils ont écrit à peu près, et tu te fais une petite moyenne et tu te dis, ok, est-ce que ces gars-là, c'est des gars qui ont plus d'autorité que moi ou c'est des gars qui ont moins d'autorité que moi? Ça, c'est une question qui est importante parce que quelqu'un qui a plus d'autorité, il aura moins besoin de faire d'efforts sur la partie contenu et qualité de contenu. Donc si vous êtes face à voilà, un article LinkedIn de fou furieux par exemple, bah, peut-être qu'en fait il va falloir faire beaucoup d'efforts quoi. Si vous êtes face à un site où vous savez que c'est votre concurrent numéro 7, qu'il n'est pas important, que son avis, voilà, tout le monde s'en fout, et qu'il n'a pas d'autorité, dans ce cas-là, on sait qu'il y aura peut-être un peu moins d'efforts que lui à faire sur le contenu. Et par effort, j'entends le nombre de mots, grosso modo. Et c'est souvent, en fait, le nombre de mots, ça a toujours été une métrique, enfin, un facteur que les gens ont beaucoup regardé en SEO. C'est important.
Le truc, c'est que en fait, c'est pas le nombre de mots qui est important, c'est la quantité d'informations qu'on apporte dans l'article, mais la meilleure corrélation qu'on puisse avoir avec la quantité d'informations, c'est le nombre de mots. C'est le plus facile à corréler. On peut faire un article avec énormément de mots qui n'a pas d'informations, mais généralement, si on met beaucoup de mots, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Donc en général, on utilise le nombre de mots comme corrélation. Je peux être désagréable. Vas-y, avec plaisir. Euh, alors j'écoute beaucoup de gens parler de SEO, toi, Romain et d'autres. Euh, et en fait, c'est un peu tout le temps le même feedback. Et on a tendance à faire pareil quand on s'y intéresse, c'est à regarder les autres. Et du coup, petit 1, je me demande, tout le monde recommande ce que tu... Enfin, tout le monde. Certains recommandent ce que tu recommandes toi. D'aller voir alors certains c'est le top 3, top 7, top 10, chacun il va de son argument. Et du coup, je me demande déjà, est-ce qu'un jour, il y en a un qui s'est dit, attends, tout le monde fait 3000 mots, moi je vais faire 300 pour vérifier que c'est pas une connerie de faire 3000 parce que tout le monde regarde tout le monde, tu vois, et il y a ce côté en fait assez consanguin de, bah les autres font ça, donc je fais ça. La réalité, c'est peut-être que toi, tu es une brute, ou peut-être, tu vois, en 300 mots, tu vas faire un truc qui claque, ou à contrario, tout le monde a fait 300 mots parce que tout le monde a vu que tout le monde faisait 300 mots, et puis il y en a un qui arrive avec 5000 et il éclate tout le monde. Et donc, est-ce que y a pas, enfin petit 1, ouais, est-ce que déjà quelqu'un l'a testé ce truc-là, et petit 2, est-ce que c'est vraiment vrai ce truc-là? Bah en fait ouais moi c'est simplement j'ai testé enfin en fait c'est horrible à dire hein, mais le contenu ça coûte de l'argent, ça coûte du temps et tout et du coup je peux te dire que c'est que si j'avais pu dépasser mes concurrents avec moins de mots que je l'aurais fait depuis longtemps. La réalité c'est qu'à l'heure qu'il est, plus tu tartines, plus tu as de chances de les dépasser. Assez simplement hein. Les gens te diront ce qu'ils veulent. La réalité c'est plus tu passes de temps, plus tu mets de quantité, plus tu as un article qui est solide, qui est puissant, qui est présent, plus tu as de chances de ranker. Parce que enfin, voilà, ça se vérifie énormément. Il y a beaucoup de gens qui ont testé de faire moins de mots et d'essayer d'être plus pertinent. Et il y a des fois où ça fonctionne. Ça fonctionne notamment sur les sites qui ont je pense à Reddit par exemple, où tu n'as pas besoin de beaucoup de mots parce qu'ils ont une espèce de boost par Google qui les a mis trop bien, etc. etc. Il y a des articles des fois, des sites particuliers qui arrivent à le faire, mais souvent c'est des sites avec beaucoup d'autorité, qui ont beaucoup de visites, qui ont beaucoup de sessions déjà, etc. etc. Soit alors qu'il est, vous êtes en train de gérer le site d'un géant et vous êtes bien et vous êtes assis et vous avez déjà des milliers de visites et dans ce cas-là, Et vous n'êtes pas là en train de nous regarder, vous êtes ouais. pas en train de nous écouter. Vous pouvez faire du 300 mots. Ouais. À l'époque où je travaillais chez Cdiscount par exemple, on commandait pas des textes qui faisaient 1000 mots, on commandait des textes qui faisaient un truc genre 100 mots quoi. Ouais. Mais en fait, t'avais pas besoin de plus parce que t'avais tous les produits qui étaient derrière, parce que t'avais plein de choses qui étaient derrière qui faisaient que ça déroulait. Maintenant, bah, tu lances un site, mon conseil c'est tartine. Hein. Enfin, faut pas avoir peur de faire plus que les autres. Vaut mieux faire plus que voilà. Et tout le monde dit de copier les gens. Alors moi je le dis parce qu'en fait, quand tu t'adresses à des débutants, la meilleure manière de progresser c'est de commencer par copier. Parce que sinon, les débutants en fait ils vont partir sur un truc de genre ah mais je vais faire comme ça, je vais pas faire comme les autres, je vais faire comme ça, etc. etc. Et donc tu vas avoir des stratégies un peu perso, mais qui n'ont pas été éprouvées par le marché. Et donc tu vas te planter. Moi alors qu'il est, je copie un petit peu les gens mais pas tant que ça non plus parce que je sais j'ai pris l'habitude de travailler avec Google et je sais ce qu'il attend à chaque fois et les gens en général du top 3 sont je pense que je peux faire mieux qu'eux à chaque fois et donc voilà je les copie pas tout le temps sauf quand je suis dans des trucs très très concurrentiels que je connais pas grand chose et là bah, je suis obligé de copier parce que s'il y a du jus de cerveau qui a été concentré pendant des années là-dessus sur ce texte là c'est que c'est ce texte là qu'il faut donc Okay. j'y vais quoi. Bon, on verra ça dans quelques semaines alors. Ok. Il y a un truc, je trouve que. Alors, la sphère, comme tu l'as dit tout à l'heure, la sphère SEO, en fait, les gens YouTube, etc., c'est comme toi, des gens qui vont faire beaucoup de volume, beaucoup de liens, enfin, du volume surtout, quoi, sur la quantité d'articles, etc., même la quantité de sites. Moi, j'ai une reco pour ceux qui, comme moi, ont un business, on va dire, pas conventionnel, puisque vous avez des business conventionnels aussi, mais dans d'autres types. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que dès que j'ai un appel de quelqu'un ou dès que j'ai quelqu'un qui me parle de mon blog, je lui demande, en fait, tu vois. Et ça, en fait, on l'entend pas parce que c'est une connerie ou je suis plus brillant que les autres, mais en fait, comme vous faites des dizaines, enfin, t'en entends certains qui te sortent 60 nouveaux sites par semaine. Bah ouais, tu peux pas appeler tous les mecs, tous les gens. Ouais, vas-y, s'il te plaît, dis-moi. La réalité, c'est que moi, régulièrement, en plus, moi, j'ai un métier de contact, donc on a du feedback naturellement, en fait. Ah, je vous ai vu, etc. Et sincèrement, quand tu es une petite boîte, ça fait pas de mal d'appeler tes clients, ça fait pas de mal d'appeler
tes prospects, les gens qui viennent sur ton site, voire même, parce que des fois, moi, ça m'est arrivé de croiser des gens en soirée qui disent ah ouais, j'ai vu, tu vois, j'ai mon alternant, il a ses copains de promo, ah on va sur ce site-là, bah ouais, c'est moi et tout. Et au final, c'est ces gens-là qui vont te donner la meilleure, je trouve, tu vois, mon alternant, il me dit ah, tes articles sont trop longs, et puis machin, et mes collègues ci, mes collègues ça. Même si t'es pas toujours d'accord, la réalité, c'est eux qui vont taper ça sur Google. Donc c'est aussi, je pense, un bon truc à faire quand t'es pas un obsédé du SEO qui sort des sites tous les Pour quarts d'heure. rebondir là-dessus, 100% pour rebondir là-dessus, j'utilise énormément mes calls prospects ou calls clients, etc. Dès qu'ils posent une question, ah mais en SEO, est-ce qu'il faut faire ça comme ça? Je me dis, ah ok, bah ça c'est un intérêt client-prospect en général. Moi j'utilise en post LinkedIn beaucoup, pas mal, mais j'aurais pu l'utiliser en billet de blog. Et typiquement, toutes les craintes de vos clients, toutes les questions que vous posent vos clients, s'ils vous les posent, c'est qu'il y a d'autres gens qui se les posent sur internet. Donc voilà, couvrez toutes les questions de vos clients, c'est très 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 bonne idée globalement. Yann. Merci. C'est pas une idée que voilà, je me l'approprie pas parce que j'ai sûrement entendu quelque part, mais voilà. On parle du fait de pas avoir de temps, de pas avoir au début de gros moyens pour lancer ton truc. L'IA, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je suis un gros fan d'IA, hein. Je suis très grand utilisateur de l'IA depuis le début d'ailleurs, honnêtement, depuis Jasper à l'époque en 2022, un truc comme ça. Le problème de l'IA, c'est qu'en fait, si on tape maintenant dans ChatGPT ou dans Claude ou dans votre IA préféré, genre écris-moi un article optimisé pour ABCD en SEO pour faire ça sur mon blog, globalement ça marche pas si mal. Et donc en fait quand on voit ce qu'il en sort, on se dit ah ouais bah c'est pas dégueu. Et en fait en 2 secondes on a fait le travail entre guillemets d'un SEO et d'un copywriter et on sort un truc qui est viable. La réalité c'est que c'est pas dégueu mais c'est pas non plus suffisant. Parce qu'en fait en général voilà, ChatGPT il sait pas vraiment ce que les utilisateurs ils cherchent, il connaît pas votre expertise métier, il s'est basé sur un peu le méli-mélo du web. Donc voilà, prenez votre version 1, regardez-la, lisez-la, dites-vous c'est quoi toutes les incohérences qu'il y a là-dedans, modifiez toutes les incohérences, rajoutez le détail, rajoutez votre expertise, rajoutez toutes les choses où vous n'êtes pas d'accord avec la pensée dominante, en fait vous n'êtes pas d'accord avec ChatGPT et vous voulez dire quelque chose d'autre par rapport à votre métier, parce que dans chaque métier il y a des opinions, des trucs qui sont tranchés, etc. Donc en fait c'est là-dedans qu'on doit les transmettre et c'est ce qui va faire de vous votre ADN, de votre blog et de votre marque et de votre personnalité. Donc c'est ce qu'il faut utiliser et grosso modo quand tu as fait tout ça, tu as déjà nettement amélioré un article ChatGPT. Si en plus de ça tu regardes un peu ce qui se fait dans le top 3, voilà, c'est quoi les sujets qu'ils abordent les gars dans le top 3 du top 1, 2, 3 sur ton mot-clé, c'est quoi les mots-clés qu'ils utilisent, c'est quoi les tournures de phrases qu'ils ont, voilà, c'est quoi les questions auxquelles ils répondent, etc. Dans quel ordre est-ce qu'ils y répondent. Si vous utilisez tout ça, que vous exploitez un peu tout ce que vous avez lu, que vous essayez de refaire un peu la même chose avec le GPT en mettant votre opinion dedans, normalement vous avez quelque chose qui est assez solide et qui est fait de manière assez efficace en termes de timing. Donc voilà, c'est un truc où je trouve ça cool et je préconise de l'utiliser et on l'utilise. Et moi, alors qu'il est avec l'agence, c'est comme ça qu'on produit notre contenu. Mais on ne le fait pas en un clic, on le fait en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour produire un article, quoi, grosso modo. Ok. Et toi et moi, on n'était pas d'accord l'autre jour sur la façon d'aborder le truc. Sur du coup ce que tu lui demandes parce que tu as la version les premières fois que tu tapes dessus tu te dis c'est génial, je vais lui demander fais-moi un article, il te fait un article. Après moi j'étais plutôt du genre à dire c'est moi qui connais le contenu donc donne-moi la trame et moi je vais faire le contenu. Et toi, si je me souviens bien, je devrais peut-être pas le dire, ça va peut-être pas dans le sens, mais toi tu fais plutôt l'inverse. C'est toi qui fais la trame et tu lui demandes de te faire le contenu. Est-ce que tu as testé des choses? Est-ce que tu as du feedback là-dessus? Est-ce que tu as des recos? Notamment parce que pour l'avoir testé, testé différents trucs, tu vois bien que les premiers chapitres ils sont denses et plus il y a de chapitres, plus ça devient court et à la fin il te met 2 phrases. Voilà, est-ce que tu as du feedback là-dessus? Ouais, 100%. Premièrement, je pense qu'on n'utilise pas l'outil de la même manière parce qu'on n'a pas la même expertise, entre guillemets. Dans le sens où, comme toi, ton expertise, c'est ton métier et que tu sais parfaitement tu vois, toutes les choses du métier, en fait, tu rédiges le contenu directement et tu lui demandes le plan. Ce qui est bien avec cette approche-là, c'est que tu n'as pas l'angoisse, t'as pas la page blanche, tu as un plan qui est viable globalement. C'est pas le meilleur, mais il est bien. Et derrière, tu peux dérouler toute ton expertise dans le contenu, en fait. Et ça, c'est trop bien, quoi. C'est facile, tu remplis, excuse-moi de te couper, mais c'est facile, tu remplis les cases, tu prends Super Whisper, tu dictes tout à ton ordi et l'article en 20 minutes il est prêt quoi. Ouais, ça c'est le genre de méthode qui est trop bien. En plus, dicter c'est trop fort. Je suis beaucoup passé là-dessus pour diction directe vocale avec ChatGPT, c'est trop bien.
Mais typiquement, ouais, en fait, moi, alors qu'il est, j'ai pas l'expertise que tu as toi sur le recrutement, quoi. Et enfin, tu vois, ça serait impossible qu'en fait une agence elle ait ton expérience en recrutement et qu'elle puisse donner les informations, la qualité d'informations que tu as, réussi à collecter. Et du coup, on peut pas avoir ce niveau d'expertise. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que on a exactement le plan qui va être le plan parfait, tu vois, le plan idéal qui va intéresser le plus les utilisateurs. On aborde en premier les sujets les plus importants, après des sujets qui sont un peu moins importants, etc. etc. Et le contenu qui va être dedans, il va être intéressant, il va être bien, parce que l'IA globalement est bien là-dessus, mais il ne sera pas aussi pointu et aussi bien défini que ce que toi tu feras, que ce que toi tu produiras. Et c'est pour ça que moi je préfère procéder comme ça, parce qu'en gros, il y a peu de chances que j'ai plus de connaissances en RH que l'IA elle-même, tu vois. Toi, c'est ton cas, moi, c'est pas mon cas. Il y a peu de chances que j'acquière autant de connaissances que ça dans un temps défini qui soit raisonnable. Après 6 mois à travailler sur un site comme ça, connaissant bien le milieu, bah, en fait, potentiellement, je vais pouvoir me dire, ok, bon, bah voilà, je connais à peu près le milieu et je sais que ça c'est vrai, ça c'est faux, mais ça va prendre voilà, plusieurs mois. Au début, pour être efficace, ce que je fais, c'est que je produis simplement les briefs, les structures, les architectures, et derrière, je fais remplir les blocs à l'IA. Je relis tout ça, évidemment, pour que ça soit cohérent, qu'on soit bien smooth, etc. Et que typiquement, on n'ait pas les derniers blocs de la fin avec seulement une ligne. Il a voulu remplir la case, tu le vois, il fait juste une ligne, conclusion, hop là. Et après, il nous met une conclusion. Moi, je déteste les conclusions, par exemple. Je pense que sur le web, il ne devrait pas y avoir de conclusion. C'est vrai? Ce genre de choses que j'enlève, ouais. Parce qu'en fait, mais à quel moment tu vas te dire, putain, je vais lire comment recruter un maçon et tu vas tout lire jusqu'à la conclusion et là c'est quoi la conclusion maintenant que j'ai lu tout l'article. Je suis d'accord. Alors qu'en vrai, la conclusion en fait c'est le truc qu'il faut mettre au début. Faut pas l'appeler conclusion, faut l'appeler recruter en 3 points clés, ou quelque chose Oui, comme c'est ça. la synthèse. C'est un sommaire, c'est un synthèse, exactement en fait. D'ailleurs, c'est une structure d'article que tu as dans Harvard Business Review. Je sais pas si tu lis. Ok. Non, pas du tout, mais ouais, ils ont le truc très comme ça. En fait, je crois que c'est chez eux et je sais plus dans quel magazine. Où en fait, typiquement à HBR, ils font des trucs, c'est hyper dense, avec souvent c'est tiré d'études, etc. Donc tu payes 15 balles, tu payes le prix d'un livre, parce qu'en fait, pour la taille d'un magazine, tu as un contenu de ouf. Mais du coup, je pense qu'ils savent bien que tout le monde va pas se galérer. Tu vois, tu as l'abonnement, tu vois, ce truc-là. Et donc souvent, t'as eux, il y a quelques magazines comme ça où tu as une espèce de synthèse. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Et tu as même des livres comme ça où tu as ce qu'il faut retenir en 3 points, ce qu'il faut retenir en une demi-page, et après tu as le contenu. Ouais, c'est. T'inquiète, t'as bien fait de me couper pour dire ça parce que c'est exactement ce qu'il faut faire et c'est exactement ce vers quoi j'ai tendance à pencher. On appelle ça la pyramide de Minto aussi, ou pyramide inversée. C'est une manière d'écrire où en fait, d'un point de vue journalistique, tu commences à énoncer les trucs les plus importants, puis les faits un peu qui accompagnent tout ça et tu vois les arguments, puis les détails et les facts et les études, etc. qui sont un peu la chose la moins importante. Mais si quelqu'un a envie d'aller jusque-là, il peut aller jusque-là. Mais ça sera une minorité de personnes. Donc c'est toujours, moi je me pose toujours la question de qu'est-ce que veut la majorité. Ensuite, quand on a coupé vraiment ceux qui sont les moins intéressés par l'article, qu'est-ce qu'ils veulent eux maintenant, ok, un peu plus de détails, et ceux qui sont vraiment les plus intéressés, jusqu'où est-ce qu'ils veulent aller. Et en fait, là, tu détailles jusqu'à la personne qui est vraiment la plus intéressée tout en bas de l'échelle, qui a une demi-heure à perdre sur ton article, et là, tu peux donner un niveau de détail qui est très fin, quoi. Mais t'as pas besoin d'aller jusqu'à une conclusion, parce que s'il a été jusque-là, en général, c'est que voilà, il a déjà saisi le concept de la conclusion que tu arrives en haut, quoi. Ok, mais ça a été vachement recommandé à un moment donné en SEO. Hein. Enfin, moi, je l'ai. De faire des conclusions ? Ouais. Ah ouais, les FAQ aussi, les gens ils font des FAQ partout. Alors, oh là là. il faut qu'on en parle de ce sujet, je sais que t'es pas d'accord, mais quand tu regardes sur ton trafic maintenant sur SEMrush, il te colle des points de trafic parce que t'as pris une position sur une question. Et je voulais l'aborder en perso ce truc-là, mais on va en parler là s'il faut. La réalité, c'est quand même que tu apparais sur des questions, tu vois, et que ça te génère du trafic de gens. Et moi, je vais de temps en temps, tu vois, quand tu navigues, tu cherches des trucs et tout, et du coup, tu vas sur ces questions. Enfin, je veux bien que tu développes ce truc-là, parce que petit 1 dans la Search Console, donc ce dont tu parlais au début, là on est en train de digresser, on n'est plus dans le SEO pour les débutants, mais donc juste pour reprendre quand même, la FAQ c'est en bas de ton article, voire dans le corps de l'article, les quelques questions principales attenantes à ce sujet-là, qui peuvent intéresser et du coup qui sont pas forcément intéressants pour l'article, mais qui sont complémentaires, où tu vas aller cliquer, et c'est les mêmes choses que tu retrouves dans ton fil Google avec les questions qu'on va te proposer.
Et donc, Léo fait partie des gens qui sont plutôt contre l'idée de les mettre dans les articles. Ce sera dit maintenant. Et la réalité, c'est quand même que dans ton trafic théorique, Google te le met. Et en plus, dans la Search Console dont on parlait tout à l'heure pour les paramétrages de création de site, Google te liste le nombre de pages sans FAQ ou le nombre de FAQ, je sais plus, mais en tout cas, il te montre bien dès la page d'accueil que c'est un truc important pour lui. Alors c'est important pour lui parce que lui, c'est des trucs encore plus pour rester sur Google. Mais pourquoi toi, t'es pas d'accord alors que Google promeut vachement ce truc-là et j'imagine du coup donne une prime aux pages qui en ont? Peut-être. C'est marrant parce que tu sais, j'ai toujours des espèces de pensées contradictoires comme ça sur le SEO où je milite après, non, anti-FAQ, tu vois. Et pour l'instant, je suis vraiment le seul SEO que j'ai entendu dire ça en plus, vraiment. Le gars qui se bat tout seul dans son coin. Non, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je suis contre les FAQ. Je suis pas contre les FAQ, je suis pas contre les questions, déjà, premièrement. Je suis pas contre les FAQ qui sont bien amenés dans le corps de l'article, etc. Ce que je suis contre, en fait, c'est les FAQ en fin de page qui font, on va dire, entre 3 et 7 questions, tu vois. C'est toutes les mêmes, je les vois toutes, elles sont toutes pareilles. Bah, attends, je vais brancher mon site. Et qui sont... et en fait, elles sont très souvent basées sur les PA, comme tu dis, les People Also Ask, donc les questions qu'il va y avoir dans Google. Et en fait, ce qui se passe avec ces PA, les gens savent que si tu recopies les questions qu'il y a dans Google et que tu les mets en bas et que tu y réponds vite fait, il y a moyen de gratter un peu de trafic, tu vois. Mais c'est pas la bonne manière d'aborder le sujet. En fait, alors, attends. Beaucoup de trafic. Moi, j'ai une question beaucoup. Là où j'ai vu ce matin dans mon volume théorique que te met SEMrush. On est à 1900 quoi, 1900 par mois. Enfin, sur certaines requêtes, c'est pas toi, beaucoup. Toi, t'as des mots-clés qui ont des gros volumes et tout, c'est de l'informationnel pur et dur, derrière des petites questions qui affinent sur du shortcode et tout. Je suis 100% d'accord, il y a moyen d'aller chercher des gros volumes, mais en fait, le truc c'est, si cette question elle est si intéressante, elle est si importante, pourquoi est-ce qu'on la met à la fin de l'article justement, tu vois? En fait, on peut y répondre au milieu de l'article. Ça peut être un H2 ou un H3 complètement normal. On n'a pas besoin de le mettre dans une FAQ cachée en bas. On peut le prioriser beaucoup plus et le mettre beaucoup plus haut. Et Google, il détectera très bien si on répond bien à la question directement, la réponse à la question, et il intégrera tout pareil dans les PA. Et même encore plus parce qu'en fait, il sera plus priorisé parce que plus haut dans l'article, etc. Donc il y a quand même un truc où, en fait, pas besoin d'aller cacher les FAQ en bas d'article. On peut les mettre, si la question est pertinente, on peut la remonter, on peut la mettre en milieu, en haut d'article, et ça sera plus intéressant pour les gens et pour Google. Donc voilà, c'est juste en fait le fait de cacher les trucs en bas. Et je vais t'expliquer pourquoi je suis contre, parce que c'est un truc qui est assez précis quand même. En gros, en 2017, 2018, 2019, Google, il avait, surtout 2017-2018 d'ailleurs, Google, il avait, avec les FAQ en bas, ça apparaissait dans les pages de résultats. Donc quand tu tapes un truc sur Google, je sais pas si tu te souviens à l'époque, tu avais 3 petites questions qui apparaissaient, si tu cliquais, tu pouvais dérouler la question, etc. Et tu pouvais mettre en plus de ça un emoji là-dedans qui apparaissait direct dans les pages de résultats Google. Donc en gros, qu'est-ce que les gens faisaient? Gros emoji carré vert, un gros truc bien violent sur les 3 questions de FAQ, et tu te faisais bombarder. Visuellement, c'était trop fort, quoi. Ça catchait direct le truc. Et donc comme c'était fort, tout le monde l'a fait, tous les bons SEO l'ont fait, tous les bons SEO qui étaient déjà premiers d'ailleurs, ils l'ont fait. Donc en fait, ils avaient leurs 3 questions, etc. Puis globalement, petit à petit, Google il a rollback, il a dit non, on arrête les emojis déjà pour commencer, parce que ça, vous êtes en train de faire les fous furieux, les gars. On vous coupe la main. Et derrière, il a coupé les FAQ complètement, parce qu'en fait, il a dit bah non, là on prend trop d'espace, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire, etc., etc. Donc il a coupé les FAQ. Mais ce qui se passe, c'est que comme les top résultats, parce que c'était géré par des bons SEO, avaient des FAQ, tout le monde a copié, parce que tout le monde copie tout le temps, et ils ont copié tous les FAQ. Et donc tout le monde a copié les FAQ sur les FAQ, et en fait c'est devenu une norme sur le web. Maintenant tout le monde a des FAQ et copie, et se dit ah ouais, mais les concurrents ils ont des FAQ. Mais les concurrents en fait ils ont des FAQ parce qu'ils en ont fait en 2017 quand ça donnait beaucoup de place, avec c'était très catchy, etc., etc. Ouais, mais tu l'as sur la Search Console, sur ton accueil, tu as un truc en bas, et ouais. Pour moi, encore une fois, on rentre peut-être dans du technique, quoique quand tu as envie de faire un bon article, comme on disait tout à l'heure, pour moi c'est un sujet qui est important. Et en fait, quand tu débutes, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai fait, tu vas sur ta Search Console, on te parle de tous les critères de Google, etc. pour être bien référencé. Bah, ceux qui sont là, tu dis waouh, c'est ceux-là les plus importants. Et alors celui-ci il est sur la page d'accueil du truc, tu vois. Non ouais, 100%. En fait, ça c'est parce que justement, historiquement, pour être montré dans Google avec ses résultats, avec ses 3 questions et avec ses emojis, etc., il fallait, donc c'est ce qu'on appelle les structures data, c'est une partie technique en SEO où tu dois avoir des données qui sont bien structurées avec la bonne manière, un peu en code, en JavaScript, etc. Et quand Google voit ça, il dit ah ok, je comprends mieux le code, et du coup il t'affiche vraiment ton 1, 2, 3, etc.
Et donc, historiquement, il fallait que tu aies justement ces données qui soient bien structurées, bien approuvées, et tu pouvais le voir dans ta Search Console. Et donc, ça fait partie des quelques données structurées que Google remontait dans la Search Console et qui mettait. Et encore à l'heure qu'il est, il y a des sites qui ont des FAQ. Il les a pas coupés pour tout le monde. Il les a coupés pour genre 99,9% des sites. Mais tu as des sites très institutionnels sur lesquels il a laissé les FAQ parce que c'était pertinent. Et du coup, je pense que ce qui se passe dans la Search Console, c'est deux choses. Primo, c'est un reliquat du passé. C'est simplement, voilà, il y avait les FAQ avant. Il les a supprimés visuellement. Elles apportaient pas de boost en ranking. Et en fait, il les gardait quand même le truc dans la Search Console pour faire voir, bon, bah, ok, t'as encore tes FAQ, elle est bien codée, même si elle apporte pas forcément de boost en ranking. Et la deuxième chose, c'est il y a plusieurs autres paramètres comme ça dans la Search Console qui va pouvoir marquer comme étant des données structurées qui apportent pas de boost en ranking. T'as le fait que ce soit un article écrit par la presse, t'as le fait que tu aies des notes, des reviews sur ton site, etc., etc. Les événements aussi, par exemple, dès que tu notes que tu es un site avec des événements dessus, par exemple, tu as un site qui liste toutes les brocantes de France, bah forcément, tu auras des événements et du coup, là, Google, il va te dire, ok, les événements sont là, ils sont bien encodés, etc. Et il va te les faire apparaître visuellement, mais c'est pas quelque chose qui booste le SEO. Si tu actives ou que tu désactives ça, tu vois pas de variation en termes de ranking. Et c'est assez fou d'ailleurs parce qu'en fait c'est un truc que pousse Google, c'est un truc que j'adorais et que j'aurais aimé que ça soit vraiment un boost SEO, mais en fait la réalité c'est que ça booste pas vraiment grand chose. Par contre, pour ChatGPT, les modèles d'intelligence artificielle et les choses comme ça, les FAQ, les données structurées, tous ces trucs un peu techniques, un peu fait encoder, mi-contenu, mi-encodé, c'est des trucs qui sont très appréciés à mon avis et qui vont être de plus en plus faciles à décoder et sur lesquels ils comprennent mieux ce qui s'y passe. Et à mon avis, ils utilisent beaucoup ça en fait comme matière pour pouvoir aller s'entraîner. Donc pas complètement inutile, mais juste placer les pas en fin de page si elles sont si importantes que ça, quoi. Ok, intéressant. Bon, on aurait pu creuser encore le sujet, mais c'est pas le sujet. Il y a d'autres choses que tu vois, toi, pour encore une fois, tu lances ton site, tu débutes, tu es là plein d'espoir, et après, il faut faire du contenu, et là, tu perds tous tes espoirs. T'as d'autres choses, on a parlé tout à l'heure d'une espèce de checklist. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses à savoir, à faire pour que petit à petit, il y a des gens qui viennent sur ton site commencer à regarder de quoi tu parles, quoi. Ouais, il y a un côté qui est. Ça aussi, ça me fait mal à dire. Hein. Voilà, j'ai dit trop de choses qui me font mal au cœur aujourd'hui. Mais misez pas tout sur le SEO. Alors qu'il est Google, il est quand même de plus en plus en train de dire le SEO c'est bien, mais c'est qu'une brique du mix marketing. Et en gros, ça se sent. Les sites qui sont très très orientés SEO, qui ne font que du SEO, ils ont tendance globalement à un petit peu se casser la gueule, vs les sites qui font de la pub à côté, qui font de l'affiliation, qui ont une communauté, qui ont des recherches sur la marque, où la marque est une marque forte, etc. Donc essayez de faire en sorte d'avoir pas que le SEO comme arme d'acquisition, essayez de faire en sorte d'avoir d'autres armes d'acquisition, que ce soit de la pub, que ce soit du branding, que ce soit voilà, de la communication plus globale, etc. Essayez d'activer d'autres canaux d'acquisition en même temps et d'être rentable sur au moins un autre canal. Ça vous permettra d'être encore plus efficace en SEO. Primo, parce que vous aurez capté un peu mieux les utilisateurs. En fait, plus tu passes de temps sur le web, plus tu actives de canaux, plus tu fais des choses, plus tu comprends tes utilisateurs, tes potentiels acheteurs, plus tu sais là où tu vas vraiment gagner de l'argent, vs là où tu vas juste dépenser de l'énergie. Et quand tu as fait tout ça, ça te permet de réorienter aussi ta stratégie SEO. Donc c'est un truc qui sera forcément utilisable et intéressant. Mais activer d'autres canaux du mix marketing, assez simplement. C'est des choses qui seront intéressantes et qui seront importantes pour vous. Et contactez-moi pour ça, je pourrais vous aider. Et contactez Yann. Moi, je suis incapable de faire tout ça, mais Yann pourra vous aider. Je ne sais pas si je pourrais le faire bien, mais en tout cas, à petite échelle, pour une entreprise qui débute, oui, je pourrais. Enfin voilà, moi, c'est ce que j'ai fait pour Amalo. Après, c'est pas évident en fait quand tu débutes de taper partout, etc. Et en fait, quand tu pars faire du Facebook, t'es plus à ton SEO, etc. Donc c'est un vrai sujet. Enfin, faut pas oublier que quand t'es pas SEO, quand ton job c'est pas de vendre de l'affiliation, t'as un business à faire tourner à côté, quoi. T'alloues 2 heures par semaine et déjà t'as l'impression de t'arracher du temps, tu vois. Donc c'est pas évident. Externaliser, ça coûte cher, et puis tout le monde est spécialiste du netlinking, du branding, du ci, du ça, et tu sais plus trop où donner de la tête. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de la place aujourd'hui à des gens qui vont faire un peu tout. Et moi j'ai une question là plutôt pour à titre perso. Tu parles de notoriété. Quand tu suis sur les indicateurs, tu as souvent, du coup, quand tu commences à avoir un peu de notoriété, un chiffre référent de gens qui tapent ton nom dans Google.
Et donc je pense que c'est ça que tu sous-entendais. Euh, Comment tu fais pour augmenter ce truc-là? Parce qu'en fait, ça, c'est un truc sur lequel j'ai pas l'impression qu'on ait la maîtrise. Qu'est-ce qui fait que les gens ils vont taper Amalo ou le Gox ou je sais pas trop Franchement, c'est horrible, hein. C'est le branding. Ça, c'est vraiment du branding pur et pur. C'est de la visibilité pure et dure. Euh, le meilleur moyen de le faire, c'est que tu fais une campagne télé, hein. T'as rien de mieux qu'une campagne télé pour aller générer de la notoriété, hein. Voilà, t'as rien de mieux que ça. Ça va vous coûter une bille par contre, mais bon, c'est le mieux du mieux. Le mieux, encore mieux, hein, t'as la pub au Super Bowl directement, quoi. Tu peux mettre ton nom au Super Bowl, tout le monde va te googler, quoi, c'est sûr, directement. Mais grosso modo, si vous n'avez pas ces moyens-là, le plus simple, c'est de vous faire connaître dans votre communauté auprès des gens qui vous intéressent. Tu peux utiliser les salons pour ça, tu peux utiliser de la pub display un peu traditionnelle, tu peux faire de la communication, genre de la vidéo YouTube, des posts LinkedIn, des trucs qui vont être un peu organiques et qui vont se déployer de manière organique. Et même en fait, le SEO, théoriquement, si tu as un très bon contenu et que tu fais du contenu un peu top funnel, etc., en fait, les gens vont se souvenir de toi, ils vont revenir voir ton blog plusieurs fois. Si tu as couvert comment recruter un maçon, comment recruter un couvreur, comment recruter un ramoneur, et qu'en fait le chef de chantier il a déjà lu ton blog 4 fois sur 4 requêtes différents, il commence à s'appeler, ah oui c'est Amalo, je me souviens, du coup quand il a besoin de recruter potentiellement il va t'appeler toi et en fait ça se fait comme ça. Mais c'est quelque chose qui est pas du tout enfin moi en tout cas, hein, personnellement j'ai très mal identifié comment est-ce que tu faisais vraiment pour créer de la notoriété de manière explosive, et je pense que personne l'a vraiment fait parce qu'en fait chaque levier qui commence à sortir de comment créer de la notoriété de manière explosive, il se fait lessiver instant parce que la notoriété c'est genre le truc numéro un sur lequel les gens en ont besoin, tu vois, c'est simplement Enfin, t'as trouvé mais sans tricher en fait. La question c'est comment tu ouais tu c'est poses ça, sans je sais. tricher. Ouais. Mais en fait allez sur les nouvelles plateformes. Toutes les nouvelles plateformes, il y a beaucoup plus de place pour les nouveaux entrants. Et donc faites du TikTok par exemple. TikTok c'est un moyen de choper des volumes de notoriété de manière explosive, quoi. C'est pas de la triche en fait, c'est des efforts et tout, mais c'est le meilleur moyen de choper des gros volumes de notoriété alors qu'il est. C'est d'utiliser des trucs genre TikTok, etc. Et après t'as... Ouais, sinon c'est de la pub, quoi. Mais souvent c'est de la pub en fait, assez simplement, quoi. Ok. Ok. J'avais une autre question mais que j'ai oublié et c'est pas grave. Ouais, c'est un sujet. Si, moi, c'était plutôt une statistique justement par rapport à ça, qu'on a dans le recrutement, mais qui peut-être intéressera. Tu as eu des études qui ont été faites sur le nombre de points de contact qu'il faut que tu aies avant qu'une personne candidate chez toi, mais c'est un peu la même chose si une personne va acheter sur ton e-commerce, etc. Et dans le recrutement, la règle dit qu'il faut que la personne, elle t'ait vu 11 fois avant d'accepter de candidater sur ton site internet. Et c'est pas anodin 11 fois, parce que c'est pas juste je fais mon post LinkedIn une fois tous les trimestres. C'est vraiment, faut y aller. Faut y aller. Le moment venu, elle pense à toi, ouais. Et c'est alors, je crois que historiquement dans la pub c'était 7 fois. Enfin, c'était une stat d'il y a super longtemps que j'ai entendu dans un podcast il y a longtemps. Donc ça, c'est des trucs qui sont sûrement et que eux-mêmes parlaient de c'était il y a longtemps. Donc on est sûrement sur un truc qui est pas du tout viable. Mais grosso modo dans la pub, ils disaient faut que ton message ait été vu 7 fois avant qu'il commence à tiquer dans la tête des gens. Et 100%. Enfin, c'est pour ça qu'en fait, alors qu'il est quand t'es McDonald's et que tu cherches à recruter, bah ouais, en fait, le gars il t'a déjà vu 10 millions de fois dans la vie, c'est facile d'aller recruter, alors que bon, bah forcément, si t'es le gars du coin, va falloir que tu dises au gars, ah, je suis intéressé par ton profil, là il va se renseigner une première fois, lui dire, ah, bah, mon poste c'est ça, il va se renseigner une deuxième fois, et en fait, vraiment être dans le truc tout le temps dans le point de contact, parce qu'en fait, tu en as besoin pour que le gars comprenne ce que tu fais, qui tu es, comment tu le fais, etc. Donc, faut pas, en fait, c'est une métrique qui est importante, mais c'est une métrique sur laquelle c'est très difficile d'agir. Du coup, le mieux c'est de bombarder en communication constamment et d'avoir le plus de reach possible et le plus souvent possible. Et bon, bah comme ça, voilà, c'est top, hein, mais c'est pas simple à faire, hein. Le mieux c'est d'avoir des gros budgets. Quand t'as des gros budgets pub, c'est le plus facile, hein. En général, c'est là où voilà, ça va plus vite. Ok, bon, on pourrait parler encore 4 heures, mais pour clôturer le truc, est-ce que tu as un dernier conseil à une personne qui a lancé son site et qui a envie que ça décolle? 100%. Cliquez sur publier. La chose que les gens font le moins et qui va le faire le plus avancer, c'est cliquer sur publier. Avancer, produire, mettre en ligne, faites tout ce que vous pouvez pour faire des choses de bonne qualité et voilà, concentrez-vous sur un projet et faites-le le mieux possible. Et vous ferez plein d'erreurs et vous vous en rendrez compte après 6 mois et vous penserez que vous avez maîtrisé le truc après 6 mois. Et on recommence et on refait plein d'erreurs et en fait on s'en rend compte après 1 an et c'est des cycles continus où on publie, on met en ligne, on réoptimise, on améliore,
Voilà, c'est une phase de constante amélioration qui est importante et je pense que c'est le cas dans tous les leviers marketing honnêtement alors qu'il est. Comme c'est de la création de contenu et comme c'est des choses où on ne peut pas le savoir instinctivement et qu'on arrive avec notre spectre sur le monde et qu'en fait il faut qu'on ait le spectre des gens vis-à-vis de nous, en fait le mieux c'est de produire énormément et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas au fur et à mesure. On découvre et c'est quand on découvre qu'on peut ensuite, on découvre un truc qui est bien, on le lessive, on l'utilise, on le déploie 1000 fois. Et ensuite, quand c'est mort, on part sur un autre projet et on rebondit, etc., etc. Mais généralement, voilà. Moi, la chose qui m'a le plus aidé dans ma vie, en tout cas, c'est de cliquer le plus souvent possible sur publier. Donc, cliquez sur publier. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Et merci pour tous ces conseils, même si on n'est pas resté que dans le thème des débuts, du début d'un site internet. C'était super intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Yann. C'était top de discuter aujourd'hui. Et puis, écoute, j'espère que cette première vidéo va faire son effet. J'espère aussi.